beaucoup d'événements importants se produisent, surtout depuis notre dernière session d'analyse, notamment celles qui sont facilement euh, répertoriables dans des suites d'articles. Tu as le fameux Twitter Fields, alors ça commence à devenir assez volumineux. L'arrestation pour corruption de la vice-présidente du Parlement européen, ça a été intéressant. Et Notre péché et notre honte. Ça, c'est un article qui ne dit pas exactement de quoi ça parle, mais on le comprend très vite. C'est le moment où Angela Merkel a avoué son crime d'avoir mené en bateau la Russie avec les accords de Minsk, qui avaient effectivement uniquement pour seul but que de faire gagner du temps au plan américain. Et nous, on avait déjà des témoignages de comment ça s'était passé, le moment où le président allemand ferme la porte derrière le représentant russe qui était venu à Minsk, au moment de lui dire au revoir, et puis il se retourne vers ses collègues, il lui dit bon, c'est bon, on va gagner du temps. Ça, tout ça, on le savait déjà, nous. Cette histoire a été quand même assez énorme, mais encore une fois, c'est facile de le suivre, il suffit de voir toute la suite d'articles sur ce sujet. Ce qui nous intéresse, nous en particulier, ce sont les moments où, on va mettre ça là, on a des articles dans différentes catégories de différents sujets qui peuvent ensemble constituer une véritable nouvelle idée qui apparaît, une nouvelle compréhension, un événement qui se passe, quelque chose qui se prépare, ou un tournant dans la psychologie collective. On essaye de détecter, grâce au croisement des informations, des mouvances. Alors bon, on les a mis là, hein, dans le M10. Cette série d'articles qu'on va voir, vite fait, qui ont en commun différentes choses, mais ça parle de la structure de la société, ça parle de grands récits. On va essayer de filer les idées qu'il peut y avoir en commun entre ces différents articles. Là déjà, évidemment, on parle avec un de nos favoris, Alastair Crooke, sur le grand récit du déni de l'Ukraine. Alastair Crooke qui, on l'avait pas vu pendant un certain temps, et tout d'un coup il nous sort une plombée d'articles qui sont tous plus passionnants les uns que les autres, évidemment. Donc on va aller directement dans les prises de notes. Voilà, là je me suis trompé. En fait, là, cet article-là, il est à relier avec celui de Thierry Messant qui est sorti juste avant, qui est là, Thierry Messant, Bush, Obama, Biden rétablir la liberté d'expression. On a ces deux articles-là de Thierry Messant et d'Alastair Crooke sur ce sujet. Ils concernent la catégorie que nous, on étudie avec beaucoup de soin du système médiatique en termes généraux. C'est un dossier d'articles en particulier. Et là-dessus, c'est juste pour passer vite fait, mais parce que c'est quand même très important. En général, les articles d'Alastair Crooke, il vaut mieux se poser tranquillement sur un fauteuil avec ses cacahuètes, une demi-heure de libre, l'esprit libéré aussi, et une petite lumière douce, violette de préférence, pour pouvoir tranquillement se lancer dans des lectures qui peuvent avoir des répercussions, déclencher des réflexions assez sophistiquées. Donc en général, ça demande beaucoup d'attention et de tranquillité d'esprit pour pouvoir lire en général les articles d'Alastair Crooke. Hein. C'est un des rares auteurs qui vire sur la philosophie quasiment sans faire exprès, uniquement en faisant des descriptions passives de la réalité telle qu'il la perçoit. Et ça devient très vite très intéressant et très porteur de sens. En particulier, ce qui est intéressant là-dessus, pour soutenir en fait le propos de Thierry Messant sur la liberté d'expression, le fait que le système de mensonges globalisé, alors lui, il reprend tout depuis le début, le 11 septembre, etc. La campagne contre les Jacksoniens. Jacksonien, qui c'est Jackson? Personne ne le sait, il le sait, il le dit.
contre Trump, l'élection présidentielle états-unienne, la pandémie, l'organisation de la censure d'État. Alors tout ça, ça a été évidemment boosté par les Twitter Fields, évidemment, qui ont révélé ce que d'autres auteurs aussi, comme Lester MacLeod, avaient très investigué sur les relations entre le FBI et les médias et les nombreuses infiltrations qu'il y a pour contrôler les médias. Et donc de façon à avoir une chape de plomb, littéralement, sur la liberté d'expression, de contrôler le récit, et ainsi de suite. Donc tout ça, ce travail, voilà, ça ce sont des faits notables, et ces faits, en fait, Alastair Crooke va un peu plus loin en essayant d'analyser les fondements psychologiques et les fonctionnements de comment réagissent les gens par rapport à ça, comment ça a été taillé pour être compris et soutenu par le public. Là, évidemment, la place de la peur dans le fonctionnement de la psychologie, comment on peut pousser les gens à devenir extrêmement stupides dans ces situations. Il se demande pourquoi ce récit du déni est-il devenu si convaincant pour tant d'Européens et d'Américains. Pourquoi tant de gens ont-ils cru des falsifications évidentes des relations publiques ukrainiennes, par exemple. Alors Vlahos, c'est McGregor. Alors lui, c'est pas longtemps qu'on le voit, mais on le voit partout maintenant. Un bon monsieur, comment on va dire, très noble. On trouvait que c'était à la fois déroutant et une faille inquiétante dans la prise de décision occidentale rationnelle. C'est-à-dire la rationalité est elle-même en question. Elle a largement contribué au dysfonctionnement croissant de l'armée américaine, notamment, parce que c'est son point de vue à McGregor. Et donc l'auteur continue, nombreux sont ceux qui ont écrit sur le totalitarisme, comme Hannah Arendt et Gustave Le Bon, notamment, alors que nous, du coup, croisons l'information. On a croisé ici, dans cet article de... parce qu'il écrit différemment, forcément, en français. Je reviens là. Gustave Le Bon, de Nicolas Bonal, le dépressif et déprimant philosophe, très négatif. C'est toujours des mauvaises nouvelles, c'est toujours terrible, c'est toujours accablant. Mais bon, comme il a lui-même étudié ses auteurs à fond, c'est très intéressant de l'écouter du coup. Donc Gustave Le Bon et la fabrique sociologique du gauchiste culturel. Voilà un article qui va permettre d'avoir plus de détails sur ce personnage. Mais bon, bref. Donc beaucoup d'auteurs se sont intéressés à ce sujet, le totalitarisme et son impact sur la psychologie sociale. Mais l'approche de Desmet différait en ce sens qu'il voulait expliquer le contexte psychologique du déni massif de réalité évidente. Putain, c'est génial, hein, par des scientifiques et des experts autant que par n'importe qui. Il faut lire le reste de l'article pour comprendre la suite, mais le récit explicatif donne un sentiment immédiat de connexion et d'engagement dans un projet héroïque, le sens étant ainsi restauré. Même si ce sens est absurde par rapport à la réalité, le sentiment de connectivité s'apparente à ce qui se passe dans la psychologie des foules, dans l'âme des foules, disait Gustave Le Bon. La personnalité consciente disparaît, l'individualité s'efface et est absorbée par l'unité mentale des foules. Ressemblant finalement à une réunion d'imbéciles capables des actes les plus sanguinaires. Donc ce que Hofer a découvert et qui a souvent été négligé par de nombreux sociologues et certainement par le grand public, c'est évident, c'est que les mouvements de masse attirent ce que nous appelons aujourd'hui la personnalité psychopathe, en fait des prédateurs, des individus qui se complaisent à causer de grands dommages et qui sont peut-être même sadiques et qui ne sont pourtant pas dérangés par le moins du monde par ce qu'ils font. En tout cas, même ils s'en foutent. Eux, ils sont là pour suivre une brèche. Ça, c'est moi qui continue à expliquer, après, c'est plus écrit. Ils sont là pour... une brèche a été ouverte
pour leur permettre de venir opérer en tant que psychopathes dans le but de faire du mal, de causer des dégâts, de causer de la souffrance aux gens, parce qu'ils ont comment on va dire, une narrative, une assise, un soutien politique et médiatique. Ils ont une légitimité, ils ont donc, on leur donne des armes, on donne des armes aux psychopathes pour agir dans la foule. C'est ça l'opération d'ingénierie sociale, on va dire, ou en tout cas l'opération psychologique, donc c'est une psy-op qui a lieu. Elle cherche à activer des criminels en latence dans la population. Et elle leur donne des armes pour agir, et des raisons pour agir, et toute la motivation qu'il leur faut pour pouvoir commettre tous les crimes qu'ils veulent. Ça, c'est le fonctionnement de l'opération psychologique. Donc on n'est vraiment plus du tout dans la recherche de la raison et de la logique, c'est au contraire la chasse à la raison et à la logique. Donc effectivement, comme c'est aussi écrit dans l'article plus haut, les auteurs, les scientifiques, les personnes rationnelles qui ont la tête sur les épaules sont les premières cibles de ces assaillants, première cible des médias et donc de toute l'armée des psychopathes qui les suit. Et le phénomène Covid a fourni un entraînement inestimable aux techniques de contrôle de l'esprit public. La formule a été affinée avec l'aide d'une publicité sophistiquée et de conseils pour former l'opinion et un mélange étonnamment réussi d'anxiété des masses, voire de votre vie est en danger et coercition morale. Vous mettez la vie des autres en danger. Et voilà comment ça s'est passé. Donc on a vu comment ils pouvaient activer des personnalités psychopathes dans la population, leur fournir des armes et en faire des bons soldats au service de la propagande. Ça répondait à la question vraiment comment c'est possible d'en arriver à un stade d'une telle absurdité et d'une perte et aussi incroyable et évidente de rationalisme. Bon, c'était juste un passage sur ce point. En fait, si ça continue, on va faire les news, Alter News. Ça pourrait être bien, le JT des Alter News. Ok. Oui, on y repensera. Maintenant, on va passer sur un autre sujet, légèrement connexe. Stopper le glissement vers le nihilisme. Et là, il a mis le doigt sur quelque chose d'incroyablement pertinent. Alors, on va filer directement à nos notes que nous avons prises. On considère que la vision du monde anglo-américaine d'aujourd'hui repose sur les épaules de trois hommes. Isaac Newton, le père de la science occidentale. Jean-Jacques Rousseau, le père de la théorie politique libérale. Adam Smith, le père de l'économie du laisser-faire. Et il est clair que nous sommes en présence des acteurs du canon de l'individualisme à la suite du triomphe protestant dans les années 30 en Europe. Il en découle la doctrine selon laquelle l'avenir le plus prospère pour le plus grand nombre de personnes provient du fonctionnement du marché. Ceci, ce sont les fondements de l'Occident. C'est donc fondé sur l'éloge, on va dire, de l'individualisme en tant que base initiale de ce qui, une fois que c'est multiplié à l'échelle globale, devient une raison d'être pour tout le monde. En fait, dans le principe de la main invisible du marché, c'est exactement ça. C'est que l'action individuelle de tout le monde cumulée produit au final à grande échelle, et je le reprécise pour la millième fois, de façon magique et incompréhensible, et de façon vaguement logique, l'addition de tous les individualismes produirait le bien de tous, à grande échelle. Sans se poser d'autres questions, sans chercher à comprendre comment ça marche, sans identifier les échelles, sans leur associer des fonctionnements particuliers, sans avoir à réfléchir à rien, automatiquement et tout seul, le bien commun découle du fait que chacun se batte les uns contre les autres. Voilà comment c'est pensé. C'est ça, le système dans lequel on vit, et c'est comme ça que, sur ces bases-là, que tout a été bâti. Notre civilisation occidentale
et même mondial, hein, parce que c'est le capitalisme en termes généraux. C'est comme ça que tout a été bâti. Et il faut savoir que notamment, Isaac Newton, alors lui c'est encore un cas parce que tu peux aller voir ça. Quand tu vois Isaac Newton, tu fais une recherche. Et comme je le disais ici, là en fait, puceau alchimiste, il a vécu tout seul toute sa vie. Il a fait des travaux extrêmement intéressants. On l'a rappelé à la fin de sa vie pour lui demander de mettre sur écrit les travaux qu'il a fait, parce que au moins ceux qui étaient concrets et sérieux, en oubliant, en mettant de côté le reste, à quoi il a consacré le reste de sa vie. Euh, et euh, euh, Attends. Bon, après ça c'est moi qui fais le commentaire, hein, mais je voulais le dire quand même, c'est ce fameux Isaac Newton dont toutes les hypothèses ont été réfutées hors du cadre de l'expression mentale de la réalité, c'est-à-dire que on parle de réalité, on ne parle pas de perception. Et les hypothèses de Newton, c'est uniquement une description mathématique de la perception mentale de la réalité, ce qui est assez compliqué, hein, c'est assez sophistiqué. Juste pour faire un aparté là-dessus, si on veut prouver que la couleur rouge est rouge, on crée une machine qui associe ce qu'on voit comme rouge à une longueur d'onde, et ensuite on mesure les longueurs d'onde des choses, et on dit ah tiens c'est la même longueur d'onde, donc c'est rouge. Mais en fait c'est tautologique, ça retourne sur lui-même, il n'y a pas de réelle démarche scientifique à part entière, c'est pas une réflexion, c'est pas une logique, c'est pas de la science réellement, c'est juste une auto-preuve de la chose. Donc souvent c'est ça. Newton, c'est le fait qu'il y ait des lignes droites, qu'il y a des trajectoires et des choses comme ça. Évidemment, ça marche, et ça marche dans le cadre d'une échelle restreinte dans laquelle on peut vivre au quotidien avec la gravité sur Terre, etc. Mais dès qu'on parle de l'espace, de la cosmologie et de la structure de l'univers, et la topologie hyperbolique, voilà, de l'univers, en fait, tout ça n'a absolument plus aucun sens, aucun fonctionnement, aucune logique. Ne serait-ce que pour décrire la gravité, Einstein a démonté dans son premier document écrit qu'il a fait. Il met une petite note sur le côté pour dire Newton avait totalement tort de A à Z. C'est pas du tout ça. Et donc voilà, c'est pour dire que c'est vraiment ces trois auteurs, des gens qui se fient à leur sens et qui s'en servent pour en faire des théories scientifiques à propos de la réalité, mais sans avoir de réelle conscience de leur propre activité psychologique de perception de la réalité. Donc c'est de là que découle ensuite l'universalisme, et on va y revenir, t'inquiète, on va pas tout faire en même temps. Mais l'universalisme va être en fait l'extension, la généralisation de ce fonctionnement faussé, ce fonctionnement scientifique qui est faussé. Et quand c'est généralisé, forcément ça devient terrible. Et bon voilà, on a donc les pères de l'Occident, qui sont ces personnes, qui sont d'une autre époque, d'un autre siècle, d'une autre façon de penser, et qui sont complètement dépassés par toutes les preuves qu'on a pu obtenir ensuite. Et c'est malgré tout là-dessus qu'on a fondé notre fonctionnement social. Et donc ce que je voulais voir, c'était que quand il parlait de Newton, c'est Mathieu Rett qui en parle aussi. Très bien, si tu veux suivre les Newton. Alors attends, Alastair Crooke, ok, c'est si longtemps que ça déjà. Bon. Alastair MacLeod en parle aussi. Mathieu Rett, la vie ou la mort gouverne-t-elle l'univers? Bertrand Russell, le prêtre nihiliste de l'entropie et les racines du transhumanisme. Alors cette série d'articles-là, mon petit gars, tu vas te la taper en entier parce que c'est un ordre. Il y a 5 articles. Alors, 8 minutes de lecture pour la première, 17 minutes, ça va être comme ça jusqu'à la suite. Voilà, une explication véritablement puissante. Alors cet article-là, il est 4 étoiles, en catégorie transcendance. C'est le top du top de ce qu'on peut faire comme qualité d'article sur notre site. Donc voilà, ça permet d'entrer dans le domaine philosophique de haut niveau, et notamment pour décrire négativement les auteurs qui ont induit en erreur toute l'histoire et toute la compréhension du monde
avec leur perception biaisée et en fait le fait de ne pas être conscient que ce qu'ils appellent la réalité n'est en fait qu'une construction mentale faite à partir d'objets qui sont extérieurs à eux-mêmes. Donc ils n'ont pas fait de distinction entre leur construction mentale qui est intérieure, qui est due à leur cerveau et à leur psychologie, et la réalité physique telle qu'elle est à l'extérieur, telle qu'on l'aperçoit. La réalité n'est pas la perception qu'on a de réalité. Le fait de ne pas faire cette distinction a été l'énorme erreur scientifique commise le siècle dernier. Et c'est la base de toutes les mauvaises croyances, de toutes les erreurs possibles. Donc cet article-là, il parle vraiment de nihilisme, parce qu'évidemment la question qui est soulevée là-dedans, c'est quoi le but de l'univers? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il a été créé? À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a des lois universelles, des lois morales? Est-ce que... comment dire ça? Oui, en fait, le titre le dit très bien, la vie ou la mort gouverne-t-elle l'univers? À la base, si je te fais une explication rapide des détails, enfin juste rapide, simplifiée, c'est que l'univers est anthropique, il est destiné à mourir, et il n'y a absolument rien qu'on puisse faire contre ça, en tout cas, statistiquement. C'est intéressant de prendre ce terme qui nous vient de nos amis. C'est parce que ça permet de relativiser et de dire que si l'univers est condamné à mourir, en tout cas, c'est parce que statistiquement, les plus grandes probabilités sont que c'est comme ça que ça se passe. Il est anthropique parce que il perd son énergie, il perd son information, il diminue, il va vers la mort, inéluctablement. Alors à quoi ça sert, hein? À quoi ça sert de créer un univers si c'est pour que tout s'y passe de façon prévisible par un calcul extrêmement puissant et que à la fin il reste plus rien. S'il n'y a pas de sens à tout ça, s'il n'y a pas de sens à l'univers et à la vie, et ben c'est ça qu'on appelle le nihilisme. C'est de faire en sorte que nos actions et nos choix et nos décisions et nos raisons d'agir n'aient pas de perspective à long terme, n'aient pas de foi, n'aient pas d'espoir ou de beauté. Parce que dans l'esprit des élites, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a rien à attendre de qui que ce soit, d'autre que soi-même, pour obtenir des bonnes choses dans la vie. Et dans leur esprit, évidemment, ceux qui ne comprennent pas ça sont des idiots. Eux, ils l'ont compris, donc ils sont intelligents. Voilà quoi. Et ça justifie pour eux un certain amour de la mort, la destruction. Pour eux, ça fait partie des choses naturelles de l'univers. Et s'ils prennent eux-mêmes le rôle de celui qui donne la mort et la destruction, eh ben, ça fait que de eux des dieux, en fait, c'est tout. C'est ça, hein, la description du nihilisme. Et ce terme de nihilisme est donc extrêmement présent pour décrire l'esprit occidental aujourd'hui. Et tu peux follow ce terme ici, nihilisme, pour retrouver beaucoup de choses, mais alors beaucoup de choses sur ce sujet. Dostoïevski, anti-moderne et fantastique. Oui, bon, celui-là, Alistair Cook, il en parle souvent, évidemment. Il a bien compris que c'était un terme assez central dans l'explication de la psychologie occidentale. Lavrov, nous ne cessons de nous étonner du cynisme des autorités françaises. Métaphysique du crâne. Le point crucial de la révolution Poutine-Xi. Un nouvel ordre mondial, stopper le glissement, c'est ce qu'on est en train d'étudier. D'accord. Théorie nomos chez Carl Smith. La géopolitique comme rempart contre le nihilisme? Ah, bonne question, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Pourquoi l'Occident a-t-il appris à embrasser le fascisme à nouveau? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a des paquets là-dessus. Hein. Donc ça, c'est un sujet à creuser à fond, parce que ça permet d'avoir une compréhension véritable de ce qu'il y a dans la tête des gens qui font de la merde. C'est comme la même chose que ce qu'on a vu dans l'article d'avant sur la propagande et le fait d'ouvrir une brèche pour laisser fonctionner tous les psychopathes de la Terre et les rendre heureux de s'éclater comme des oufs, leur donner raison en fait. C'est ça, hein, c'est la démarche du nihilisme et c'est ça dans quoi l'Occident est embarqué. C'est pour ça que le monde entier déteste l'Occident.
à cause de son manque de foi, son manque d'espoir, son manque de recherche de la beauté et de la justice. Voilà, tout simplement. Et donc, on rencontre des phrases extrêmement intéressantes du style imprégné de cynisme, les Occidentaux considèrent cette position comme du bluff ou une imposture. Ça, c'est une remarque que je m'étais faite également. Là, j'ai pris la phrase hors de son contexte, mais c'est juste pour dire que dans l'étude en gros, du système médiatique, je crois que j'en avais parlé assez longuement dans ma précédente vidéo qui date bien un petit moment quand même. C'était un sujet super intéressant que j'avais improvisé dans l'instant, mais j'avais expliqué ceci, 2 points. Passant leur temps à mentir effrontément à tout le monde, les dirigeants occidentaux, lorsqu'ils rencontrent des dirigeants non occidentaux qui, armés d'une plus grande puissance militaire, n'ont plus peur de dire les choses en face, de dire leurs 4 vérités aux Occidentaux. Donc ce qui fait que les anti-occidentaux, eux, n'ont qu'à dire la vérité simple, sans se compliquer la vie, uniquement de donner des descriptions factuelles de ce qui se passe et de ce qui est fait, des conséquences de leurs actes. Ils n'ont juste qu'à... ils n'ont pas à se tortiller ou à se compliquer, hein. C'est ça la stratégie de Poutine, c'est la non-stratégie, c'est juste la description de la réalité de la façon la plus fidèle possible. C'est suffisant pour foutre en l'air tout l'argumentaire occidental et toutes ces raisons d'agir qui sont appuyées par une propagande insistante. Bref. Et pour ce faire, ce qui se passe, c'est que quand les dirigeants occidentaux veulent décrédibiliser les non-occidentaux, alors ça on l'avait vu encore bien avant aussi, ils utilisent des termes du style la démocratie contre les autocraties par exemple, ça c'est juste pour mettre le ton, donner le ton, mais ce qui est le plus important c'est qu'ils peuvent rediriger toute l'énergie négative qu'ils ont accumulée et déclenchée en ne faisant que de mentir à tout le monde. Ils n'ont aucun mal à rediriger cette énergie de désir de justice, de vengeance, de colère, à la rediriger vers les dirigeants non occidentaux en disant « Regardez ce qu'il dit, vous voyez bien que c'est un mensonge ». Puisque, premièrement, personne ne dit jamais la vérité en politique, donc comme ça, eux, ils s'assument. Et que, deuxièmement, si tu prends au second degré, au troisième degré, ou en le tordant dans tous les sens ce qui a été dit de façon simple, tu peux comprendre la vraie posture qui est la leur et la raison pour laquelle on est en colère contre eux. Donc, si quelqu'un arrive en disant « j'aime la justice », et que c'est vrai, et qu'il le prouve, le dirigeant occidental, il lui suffit de dire « voyez, il dit qu'il aime la justice, ça prouve bien qu'il la déteste ». Et là, tout le monde, toute l'énergie négative est redirigée contre ses ennemis ciblés, en fait. Et ça marche très bien, c'est incroyable à quel point ça marche très bien, c'est stupéfiant, c'est extraordinaire. Le mensonge et l'abus permet de prolonger, enfin c'est comme s'il y avait une espèce de sérendipité du mensonge et du mal. Plus on en fait, et plus ça génère des situations, comment on va dire, la machine tourne toute seule après, elle devient autonome. Il n'y a même plus besoin des menteurs pour créer le mensonge. Il s'auto-génère et il s'auto-renouvelle. C'est ça qu'il lance, et c'est ça l'énorme confusion mentale qui est créée par l'abus excessif de mensonges. La meilleure stratégie pour éviter de se faire prendre un flagrant délit quand on ment, c'est de rementir par-dessus et de rementir par-dessus, et ainsi de suite, et d'en rajouter, et d'en rajouter, et d'en rajouter, jusqu'à ce que les gens finissent par céder, perdre espoir, ou perdre comment dire,
perdre l'envie d'agir, être voilà, dans une situation d'abandon en fait. Les gens finissent par abandonner. En fait, c'est à l'usure que la force s'impose. Et donc c'est ça, la stratégie du mensonge abusif, répété, augmenté, qui devient autonome et qui fonctionne tout seul et qui explique tout en permanence. Et voilà, c'est l'énorme trouble civilisationnel dans lequel notre planète entière est plongée actuellement. C'est ce qu'on appelle un âge sombre, littéralement. Donc, pour remettre cette phrase dans son contexte et pour reprendre le propos de Alastair-Crooke, quoi qu'il en soit, Zhang, parce qu'il parle de Zhang, c'est un analyste chinois, il y en a aussi des très bons, dommage qu'on ne l'ait pas publié ou quelque part, mais on va essayer de le chercher. Et d'autres ont noté que l'accent mis par l'Occident sur la finance s'est fait au détriment de la matière, l'économie réelle, et s'est avéré être une recette pour des inégalités extrêmes et des conflits sociaux. Zhang affirme au contraire que la Chine est sur le point d'évoluer vers un nouveau type de modernité non occidentale que d'autres, en particulier dans le monde en développement, ne peuvent qu'admirer, voire imiter. Ça, c'est un truc que j'ai littéralement dit dans mon livre. Si on a un système qui marche, ça ne peut que créer de l'admiration et se développer par imitation. Si on crée un système social qui est fonctionnel et qui provoque des résultats positifs, démontrables et visibles, automatiquement tout le monde va faire pareil. Il suffit juste qu'il y en ait un qui commence. Comme quoi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et la décision a été prise, l'Occident, selon son point de vue, peut soit se taire et se tenir tranquille, ou refuser cette évolution. Mais on s'en fout, peu importe, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas à la fête aura lieu quand même. Et donc c'est là que, imprégné de cynisme, les Occidentaux considèrent cette position comme du bluff ou une imposture. Quelle valeur, demande-t-il, se cache derrière ce nouvel ordre? Quel modèle économique? En sous-entendant une fois de plus que la conformité universelle est obligatoire, il passe complètement à côté de l'argument de Zhang. L'universalité n'est ni nécessaire ni suffisante. Elle ne l'a jamais été. Et là, ça c'est la question. Quand on dit l'universalité, c'est l'universalisme, la bonne traduction. N'est ni nécessaire ni suffisante. Cette affirmation est aussi un discours tenu par de nombreuses personnes. Tu vas chercher à universalisme ici. La fin de l'universalisme. Alors je viens de le rajouter, lui, parce que je l'ai rencontré par hasard. C'est un très bon article. Institut de la Liberté, article d'un site de Charles Gave, du coup. Et tu vas prolonger un peu comme ça dans le passé. Nous vivons des temps stupéfiants. La théorie du nomos chez Carl Schmitt, la géopolitique comme rempart contre le nihilisme. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Le déclin de l'universalisme occidental est acté. Alors, juste question, hein, tu poses la question, tu demandes. Si tu sais pas, hein, tu demandes. C'est quoi l'universalisme? C'est comme ça qu'on a trouvé l'article tout à l'heure. L'universalisme moral, également appelé objectivisme moral ou morale universelle, est la position métaéthique selon laquelle certains systèmes d'éthique ou éthique universelle s'appliquent universellement, c'est-à-dire que tous les individus dans la même situation sont concernés de la même manière par les mêmes lois, indépendamment de la culture, de la région, de la nationalité, de la sexualité, etc. D'autres définitions sont à peu près dans le même genre. L'universalisme philosophique repose sur l'idée, née au XVIIIe siècle, des lumières, que les humains sont supérieurs à toute autre créature. Alors ça commence déjà à déconner. Du fait qu'ils disposent de la raison et de la parole et qu'ils peuvent s'organiser entre eux et s'accorder, et en recherchant systématiquement le consentement universel. L'universalisme est une doctrine que l'on considère ou une opinion qui considère l'univers comme une entité englobant tous les êtres humains et qui n'admet d'autorité que dans le consentement universel. Ça ressemble un peu aux règles fondées sur les règles, l'ordre fondé sur l'ordre, je ne sais plus comment ils disent, un truc comme ça. Et en fait, on comprend l'idée globale, hein, c'est qu'il y en a un qui a eu une bonne idée au départ en disant
qu'il existait certainement des lois universelles. Ok, très bien. Et puis ensuite, il y avait 3000 autres personnes qui sont arrivées par décision en disant oui, bah alors le libéralisme, c'est l'universalisme, l'individualité, c'est universel, ainsi de suite. Et ils ont fini par pourrir le truc jusqu'à en faire une folie totale. C'est un grand classique du genre. On a l'habitude. Bref, c'est ça. Hein. Et donc, du coup, le mot universalisme, euh, eh ben, il est passé du singulier au pluriel. Il y a maintenant plusieurs universalismes. Et l'universalisme occidental, donc lui, là, un de ceux qui sont possibles, est complètement ruiné parce qu'il est devenu abusivement stupide. Et donc, il existe un véritable universalisme plus vaste qui n'inclut pas les nombreuses perversions qui ont été ajoutées à ce terme au fur et à mesure du temps. Parce que c'est ça, hein, la manipulation psychologique, c'est de prendre une chose fiable et réelle et de les pervertir en ajoutant des trucs stupides dedans. Une réponse révolutionnaire au transatlantisme, la mission eurasienne d'Alexandre Dugin. Ça, c'est un article d'une personne, Markovix Alexander, qui parle de ce que fait Dugin, qui est toujours actif en tant que philosophe et qui nous sort des choses très intéressantes. On a vu des articles sur le chaos, notamment. On ne va pas y venir ici, mais c'était très pertinent. Voilà, sur l'universalisme, il y a beaucoup de choses à trouver. Alistair Crooke, déjà, illusion occidentale de supériorité. C'est ça, hein, c'est le principe. C'est ce qu'il veut dire. Lui-même, il se reprend beaucoup dans ses propres articles, donc c'est toujours intéressant de retrouver ça. Et donc, il y avait un troisième sujet intéressant dans cet article à développer dans la recherche de connexion. Alors, on en était là, dans son discours, Xi a attribué l'effondrement de l'Union soviétique au nihilisme idéologique. Les couches, c'est-à-dire que les couches dirigeantes, affirmait Xi, c'est un vrai penseur, hein, Xi, c'est super intéressant pour ça, qui habitait là où j'habite quand il était petit, c'est une parenthèse. Les couches dirigeantes, affirmait-il, avaient cessé de croire aux avantages et à la valeur de leur système, mais faute d'autres coordonnées idéologiques dans lesquelles situer leurs pensées, les élites ont glissé vers le nihilisme. Et ça, c'est intéressant, faute d'autres coordonnées idéologiques, faute d'autres référentiels. C'est aussi ça le TINA, qui a été développé par un autre auteur en tant qu'objet philosophique. There is no alternative. C'est quelque chose qui est aussi bien constaté que désiré, voulu et imposé. Donc c'était intéressant de faire ce glissement pour comprendre ce que c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est parce que celle qui est actuelle est celle qui leur permet d'obtenir du pouvoir. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'autres alternatives, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'autres coordonnées idéologiques. Ils ne sont donc pas ouverts à une compréhension plus vaste des choses. Et c'est leur erreur qui les conduit donc vers le nihilisme. Ça ne les dérange pas du tout, mais qui les conduit vers la ruine. Tout simplement, un système ne peut pas fonctionner s'il n'est pas harmonique avec le reste de l'univers. Hein, ça, c'est moi qui vous le dis. C'est bon à savoir quand même. Et donc la menace existentielle pour l'Asie est de laisser ces États s'assimiler au nihilisme occidental sans âme. Voilà donc l'essence de la révolution Xi-Poutine. Lever le brouillard et les œillères imposées par le même universalisme pour permettre aux États de revenir au renouveau culturel. Et quand il dit ça, deux points, ça c'est le point suivant qu'il fallait associer à tout ceci, parce qu'il y a une partie pratique à toutes ces considérations philosophiques. La dissuasion militaire, parce que c'est quand même là, de là qu'on part au départ de nos réflexions. On essaye de prolonger la réflexion jusqu'à un niveau philosophique pour essayer de justifier, de comprendre ce qui se passe, mais on a une expression dans la pratique de ces
atermoiement philosophique. Et cette expression pratique, c'est la situation de guerre. Et donc là aussi, il y a eu un truc qui s'est passé énorme, et ça, je vais venir sur ce point-là. La dissuasion militaire a consisté donc... pardon, je recommence. La dissuasion militaire a constitué le second pilier de l'architecture de conformité aux modèles occidentaux, mais même celle-ci, sans avoir disparu, est amoindrie. En effet, les missiles de croisière intelligents, les drones, la guerre électronique et maintenant les missiles hypersoniques font chavirer l'ancien paradigme. C'est extrêmement intéressant, un truc comme ça, mais ça devrait être enseigné dans les écoles, parce qu'on est à la jonction du domaine psychologique et du domaine de la réalité, et on a une interaction entre les deux. C'est vraiment extrêmement passionnant. Et donc on a un paradigme occidental à part entière qui du coup pose sa foi sur les armes et une centralisation de l'arme. Donc ils veulent l'arme nucléaire, l'arme définitive, le doigt de Dieu qui se pose sur Terre et la punition divine, la foudre de Zeus, etc. C'est ça qu'ils veulent avec l'arme nucléaire, c'est avoir un objet unique, central, décidé par une personne et qui foudroie tout le monde sur place. Ça fait partie de la psychologie et du paradigme occidental. Et ce qui s'est passé sur le plan uniquement technique, c'est l'avènement de la missile de croisière intelligent, les drones, la guerre électronique. Donc on a une dispersion des méthodes et des stratégies. Et maintenant les missiles hypersoniques. Et ça, ce terme sur les missiles hypersoniques est extrêmement important. Et ce sont les missiles hypersoniques qui font chavirer le paradigme occidental. C'est vraiment hallucinant. Ça valait le coup de faire une petite vidéo là-dessus quand même. Je vais expliquer pourquoi. S'il dit ça, comme je l'ai noté ici, c'est en référence à d'autres articles qui expliquent que les bombes nucléaires, le principe du un clic pour tout dire, est rendu obsolète par les armes hyper rapides qui peuvent agir simultanément sur plusieurs endroits. Et du coup, les systèmes d'armement deviennent symboliques du paradigme civilisationnel. Je sais, c'est ouf. Et pour revenir, pour développer ce thème, on va aller chercher, tout simplement, missile hypersonique. Ah bah, il est là. Ploup. Nouvelle du hachoir à viande imposé par l'Otanistan de Pepe Escobar. Oh, on va peut-être y passer faire un tour à cet article. On fera plusieurs vidéos du coup, voilà. Si vous insistez. Ok, celui-là on l'a. Les fausses allégations. Non, en fait, c'était il y a plus longtemps. Les fausses allégations Poutine-Xi. Non, le cœur de la révolution Poutine-Xi pour un nouvel ordre mondial, stopper le glissement économique. Oui, d'accord, ok, on sait. Et l'hypersonique entre dans la dissuasion. Il y a cet article qui est peut-être pas mal. Poutine parle de l'Ukraine et Merkel de la guerre nucléaire. Plus d'informations sur les décès des militaires ukrainiens, Larry Johnson. Les États-Unis paralysés par le revirement stratégique. Alors attends. Je fais peut-être trop. Peut-être que lui, il faut lui faire un petit tour. Un état des lieux très différents s'installe. Toujours dans le grand glissement, en fait, le grand changement. Oh bah, je sais plus où je l'ai mis. Non, c'était pas si loin, c'était plus récemment. Parce que figure-toi, il y avait cet article, Ésotérisme de l'Apocalypse, qui est un éminent article de Philippe Grasset, de De Defensa, qui va nous permettre de faire un pont sur le sujet. Donc, il est question d'ésotérisme, il est question de ontologie, et de la jonction entre la réalité et la psychologie. Donc cet article est assez fondateur de beaucoup de façons de réfléchir, et donc je l'ai automatiquement, pour une fois, mis en 3 étoiles pour qu'il soit épinglé en haut du site. Et notamment, ce qu'il avait mis en évidence, c'était l'hypersonique entre dans la dissuasion. Voilà, c'est sûrement là. Bon, en fait, pour vous résumer de tête et de mémoire, puisque je ne le trouve pas précisément,
mais c'est pas si facile, hein. Il y a beaucoup de choses. L'hypersonique entre dans la discussion, c'est celui-là. Et l'idée, c'est que l'hypersonique, pour te donner une réponse claire et nette à pourquoi l'hypersonique bat l'arme nucléaire, on a vu notamment que Poutine a déclaré qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire, il n'en déclenchera pas, et si on l'attaque, il ne se défendra pas, sauf si vraiment il n'y a absolument pas le choix, mais de toute manière, personne ne déclenchera en premier d'armes nucléaires, d'aucune manière que ce soit, parce que de toute façon, c'est une arme d'un autre siècle, d'une autre époque, et que la réponse qu'ils ont, eux, c'est l'hypersonique. L'hypersonique, c'est quoi la propriété principale de l'hypersonique? C'est de couper la tête de... Ah bah, du coup, je sais même pas si ça a enregistré ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, ok. C'était pour dire que l'arme hypersonique a donc comme propriété principale de pouvoir couper la tête de l'ennemi de façon simultanée. Ils attaquent simultanément tous les centres de décision dans l'instant, et avant même qu'ils aient le temps d'agir, c'est-à-dire avant même que les gens aient le temps de dire alerte, fin de l'émission, alerte rouge. L'arme hypersonique a donc une plus grande puissance que l'arme nucléaire, puisqu'elle peut intercepter, déjà intercepter toutes les armes nucléaires en l'air, ça c'est sûr, mais intercepter même les ordres, hein, et mettre fin immédiatement à une guerre en décapitant, c'est ça le terme, principalement c'est le terme de décapitation de l'ennemi. Donc l'arme hypersonique, qui au départ était, comme le décrit Défensa, qui au départ était considéré comme un jouet sans réelle valeur par les Occidentaux, évidemment ils ne voient jamais rien venir, finalement est une arme stratégique décisive, qui en plus du reste rend inopérantes toutes les armes nucléaires. Donc c'est la meilleure méthode de désarmement nucléaire qui existe, c'est d'avoir un truc plus puissant. Et au moins l'avantage des armes hypersoniques, c'est des petites attaques très précises, très ponctuelles, chirurgicales en fait, pour le coup, c'est de ça dont se prévalaient les Américains dans leurs attaques en Irak à l'époque. Et ce qui n'était pas du tout le cas en fait, ils bombardaient tout au napalm, mais bon, les civils dans le tas, rien à foutre. Mais là, c'est vraiment le cas, c'est vraiment chirurgical, le but c'est d'attaquer uniquement les décideurs, les donneurs d'ordre, et les bâtiments dans lesquels ils sont, y compris s'ils sont très très profondément enfouis au fond du sol, pas de problème, on peut creuser jusque-là. Bref, l'arme hypersonique permet de faire basculer l'ordre du monde, littéralement. Et ainsi, tadam, le paradigme qui est fondé sur le fait d'avoir un centre de commandement, d'avoir un point unique de décision, d'avoir un maître suprême qui décide de tout, c'est toute la psychologie qui est embarquée là-dedans, qui est renversée du coup, par cette simple arme qui est hypersonique, ça veut dire que ça va à plus de Mach 15, actuellement ça va à Mach 15, et ils prévoient d'aller à Mach 25 d'ici peu de temps, ils y sont peut-être déjà, et ensuite il y aura Mach 50, enfin quoi qu'il arrive, c'est aussitôt tu cliques, aussitôt le mec à l'autre bout du monde, il claque. Il est bien mastodon. Et donc voilà pour cette partie-là, sur la psychologie occidentale et ses armes. C'était très drôle, là. Non mais on rigole. Et donc il y a toute une suite à ça, et je le ferai dans une prochaine vidéo, parce que ça fait déjà un moment que je parle. À tout à l'heure, à plus tard, merci.